Non, ils vont pas investir directement au Sénégal, en Afrique du Sud. Et puis aussi, tu arrives dans des juridictions où, en termes de venture capital, la documentation juridique, elle n'est pas encore vraiment standardisée. Mais le but du venture capital, c'est d'aller vite. 100% des boîtes dans lesquelles on a investi ont dû se structurer avec une holding étrangère. Moi, ce que je trouve hyper intéressant avec les stock options, c'est de se dire que c'est à toi, fondateur, boîte, de créer la culture de ta boîte. Pourquoi est-ce que Maurice ne fait pas en sorte d'être le Delaware de l'Afrique ? Je pense que c'est le rêve de beaucoup de gens, mais on n'y est pas du tout. Mais voilà, s'il y a quelqu'un qui va aller créer le Stripe Atlas, le Doula ou le First Base de Maurice, contactez-moi, parce que ça m'intéresse. Eyes on Startup, le podcast qui met en lumière l'écosystème florissant des startups qui ont un focus sur l'Afrique. Voici comment nous voyons les choses. Le monde évolue rapidement, l'Afrique en plein essor se réinvente à une vitesse époustouflante. Des esprits brillants forgent déjà l'avenir de l'écosystème startup de ce continent. Entrepreneurs, investisseurs, ce continent dispose de tout ce dont il a besoin pour réussir. Et pourtant, il reste beaucoup à faire. C'est là que tu interviens. Nous partageons les histoires qui inspirent, les conseils qui guident, les opportunités qui motivent à contribuer à la construction de l'Afrique. Rêvez grand, écoutez, apprenez, agissez. Ensemble, créons des solutions innovantes pour ce beau continent. Peu importe d'où tu viens, où tu vis. Eyes on Startup. Salut Réna, ça va ? Hello Pierre, ouais, ça va et toi ? Ouais, je suis content de t'avoir sur le podcast. Ça va être un épisode très sympa, je pense. Ouais. Donc tu m'as dit que là, tu revenais d'Afrique du Sud, si j'ai bien suivi. Ouais, exactement. Je passe pas mal de temps en Afrique du Sud. Okay. T'as déjà été ? Non, jamais. J'aimerais bien, mais jamais. C'est sublime. Moi, j'adore Cape Town. Ouais. Je pense que c'est la meilleure qualité de vie. Okay. J'ai fait beaucoup de pays, j'ai voyagé dans beaucoup d'endroits, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Ouais. Et en fait, cette ville est juste magique. Ok, non, je connais pas du tout, mais c'est vrai que c'est une ville qui m'attire. Enfin, un pays qui m'attire et une ville qui m'attire. Mais ouais. Non, c'est incroyable. Et puis, en fait, maintenant, depuis plusieurs années, c'est devenu vraiment un hub de la tech en Afrique. Ouais. Bon, les VC aiment bien les endroits beaux. Ok, donc ils vont là-bas. Donc Cape Town, ça parle, ça attire. Et là, depuis plusieurs années, il y a tout un tas de conférences, que ce soit pour les LPs, donc quand tu vas lever tes fonds, donc il y a toutes les conférences principales pour les LPs. Okay. Ou pour les startup show, etc. Okay. Donc ouais, en fait, tout le monde se déplace, le monde du venture capital africain se déplace au moins une à deux fois par an. Ouais. Okay. Et c'est que là, il y avait un événement là, dernièrement ? Ouais, il y avait pendant 2 semaines. En fait, voilà, la première session, en général, c'est fin novembre, tu as tous les événements startup. Okay. Et première semaine de décembre, c'est tous les événements plutôt leveurs de fonds, relations LP, General Partners qui lèvent leurs fonds. Ok, super. Ouais. Donc là, donc l'objet du podcast, ça va être de discuter de tout l'aspect un peu administratif, légal. Ouais. C'est pour ça que j'ai aimé ton enthousiasme. Ouais, super podcast, rare, mais attention, on parle d'admin. C'est rare. Non, mais ça va être top. L'idée, en fait, c'est de comprendre notamment quels sont les enjeux lorsqu'on choisit une juridiction pour incorporer sa start-up, notamment une start-up qui a, on va dire, un scope global et qui a un focus sur les marchés africains. Ouais. Donc toi, tu as créé une newsletter qui s'appelle Get Shadow. Ouais, c'est ça. Tu peux nous en parler un peu plus ? Ouais, alors si tu veux, on prend un petit pas en arrière, comme on dit. En gros, si tu veux, moi, j'ai toujours bossé avec des boîtes qui ont dû se structurer depuis le premier jour sur plusieurs pays. Okay. Dans le sens où, en tant qu'avocate, c'est ça. Dans le sens où, en fait, à un moment donné, même quand tu étais en France, tu avais une start-up en France et tu veux lever des fonds avec des investisseurs étrangers, en général américains, ils avaient tendance à dicter un peu leurs termes pour plusieurs raisons. Déjà, ils ne veulent pas se prendre la tête avec une juridiction qu'ils ne connaissent pas. Et la France, c'était déjà très exotique. Donc, c'est pour ça que je remets les choses en contexte, parce qu'il y a 5 ans, en fait, il n'y a pas un investisseur américain qui allait faire un gros ticket, même dans une boîte française en direct. Il les faisait ce qu'on appelle flipper.
Donc, en fait, tu changeais la nationalité de ta boîte. Donc, si tu avais créé une holding typique française, SAS en France, les investisseurs te demandaient d'aller créer en fait une holding au Delaware et de faire en sorte que la boîte au Delaware devienne vraiment la maison mère et que ensuite ta boîte française devienne la filiale opérationnelle. En général, là où il y a ton centre de recherche, tes devs, etc. C'est pratique pour avoir aussi les aides BPI et autres. Ça, c'était vraiment la norme il y a 5 ans même en France. Donc, autant te dire qu'en Afrique, non, ils vont pas investir directement au Sénégal, en Afrique du Sud, avec des monnaies. Enfin, il y a aussi les problèmes de dévaluation de monnaie. Et pour le coup, il y a des vrais risques. Et puis aussi, tu arrives dans des juridictions où, en termes de venture capital, la documentation juridique, elle n'est pas encore vraiment standardisée. Déjà qu'en France, voilà, maintenant, on peut dire que ça se standardise. Mais le but du venture capital, c'est d'aller vite. On n'est pas en train de faire des deals compliqués. Donc, en fait, plus c'est standardisé, plus tu te focuses sur quelle est l'équipe, quel est le marché, est-ce qu'il y a un peu de traction, et go, tu vois, banco, tu investis. Donc, en fait, en parallèle, moi, j'ai lancé un fonds. Ça s'appelle Caraventures. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans maintenant. Caraventures, ça fait 2 ans. Et ce fonds-là est vraiment focus sur l'Afrique ou même sur d'autres Non, en fait, on est focus sur l'Afrique, mais petit exclu. on va s'étendre à l'Amérique latine. Donc en fait, vous ciblez les pays émergents, en fait. Pour l'instant, en fait, notre passion, c'était vraiment l'Afrique. On a voyagé pendant 2 ans, essentiellement en Afrique. Et là, en fait, on s'est dit, mon associé passe 6 mois de l'année en Colombie. On connaît quand même bien l'Amérique latine. Et il y a quand même des synergies entre les pays. Et on voit qu'en termes de learnings, ça fait sens. Mais l'idée, c'était vraiment de commencer sur un continent. On a quand même assez à faire avec 54 pays en Afrique. Clairement. Et là, on se sent à l'aise d'aller en Amérique latine. On va annoncer bientôt notre premier investissement en Colombie, d'ailleurs. Super. Ouais, donc trop cool. Et donc, pour rebondir boucler la boucle, quoi. 100% des boîtes dans lesquelles on a investi ont dû se structurer avec une holding étrangère. Et donc la création de ta newsletter Gate Shadow, l'objectif c'est quoi ? C'est de mettre en fait à disposition des gens des sources, des informations sur les enjeux administratifs lorsqu'on crée une start-up ? Ouais, exactement. En fait, j'ai essayé de vraiment consolider toutes les connaissances que j'ai pu acquérir à la fois en tant qu'avocat, investisseur et aussi en fait conseiller stratégique en fait de start-up et de mettre tout ça dans une newsletter avec vraiment des axes qui sont des axes qui ont prouvé qu'ils sont les mêmes pour toutes les startups. Toutes les startups vont avoir les mêmes sujets à un moment peut-être un peu différent, mais c'est tout le temps ça. Où est-ce que je crée ma boîte ? Peu importe l'écosystème et peu importe... Vraiment, quand tu es structuré comme ça, il y a une récurrence sur les questions et il n'y a pas vraiment de contenu qui consolide à la fois des aspects un peu finance, légal, administratif, etc. et qui te donne une vision qui est beaucoup plus pragmatique et opérationnelle. Un peu comme si tu avais un COO Day One, alors qu'aucune boîte a un COO Day One, que l'avocat ne veut pas trop se mouiller non plus parce que voilà... le tax advisor, t'as pas forcément PwC qui connaît un peu tout l'écosystème mondial. Et donc, tu as besoin quand même de consolider un peu cette expérience de marché comme un COO opérationnel qui va prendre les données technique et qui va en faire un contenu qui est plus pragmatique. C'était quoi ta spé en tant qu'avocate ? Venture capital. Donc t'accompagnais donc les fonds à créer ou à créer des fonds J'étais plus du côté start-up, donc c'était vraiment sur les deals en fait. C'était les levées de fonds. D'accord, puis, les termes des contrats qui sont mis en place. C'est vraiment les levées de fonds en fait. Principalement, c'est le gros du gros, c'est ta série C, série A, etc. Et après, il y a tous les aspects juridiques tout au long de la vie de la boîte. Une grosse partie, c'est l'intéressement des salariés, donc les plans de stock options. Et après, il y a aussi les exits, donc M&A, IPO. Bon, j'ai pas fait d'IPO. Il n'y a pas beaucoup d'IPO. Mais j'avais fait plusieurs M&A, etc. Et moi, j'étais Madame Flip. Donc c'est toi qui faisais les switches. on va y revenir. Mais juste pour le contexte, c'est qu'en Afrique, on remarque qu'il y a quand même beaucoup de marchés encore à créer.
mais qu'il y a des entrepreneurs qui saisissent ces opportunités-là et qui créent des startups pour combler, entre guillemets, les manquements qui peuvent exister. On a aussi une population qui est quand même jeune, qui a de l'ambition. Donc on a quand même un continent qui potentiellement peut offrir un certain nombre de talents. Ouais. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a une population qui utilise de plus en plus les smartphones, qui commence à avoir de plus en plus accès aux technologies digitales. Et on voit quand même qu'il y a une certaine trend, c'est qu'il y a de plus en plus donc, d'investisseurs internationaux qui s'intéressent au marché des startups africaines. Et comme tu disais, la plupart des startups s'incorporent à l'extérieur du continent africain. Ouais. Et justement, en fait, sur ce point-là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la structure d'une startup globale, donc la différence entre la holding company et les operating company? Ouais, ça marche. Et en fait, même pour te donner, de manière encore plus concrète, à quel point ça s'est développé dans les dernières années, j'ai fait le premier flip d'une boîte marocaine qui est allée dans un incubateur aux États-Unis qui s'appelle YC, très connu. Alors juste pour les auditeurs, donc YC, comme tu dis, c'est un très grand incubateur américain qui va donc accompagner les startups, qui va investir parfois dans les startups, qui va apporter du réseau. Non, ils investissent toujours. Ouais, toujours dans les startups. T'as un chèque. Ici, en fait, si tu veux, ils ont sorti Airbnb, par exemple. Enfin, ils ont sorti des grosses boîtes. Ouais. Et en gros, une fois que tu as accepté dans l'incubateur, tu as un chèque qui était avant d'environ $150,000 et qui est maintenant à $500,000 environ. Okay. Et ils prennent 7% de la boîte. Okay. Mais en échange, tu as accès au programme d'accélération avec vraiment les meilleurs fondateurs, mecs de la tech, écosystème, etc. Donc, tu passes 2-3 mois à San Francisco, tu as démodé, tu pitches. D'ailleurs, mercredi prochain, je vais au démodé. Ok, super. Ouais, de YC. Ils ont changé maintenant, ils en font 4 par... Non, c'est pas ça 4 Ouais, ils ont changé récemment. Ça devient vraiment une énorme machine. Maintenant, ils vont faire 4 batchs par an. Ouais. Donc, ça devient vraiment gigantesque. Okay. Donc, en fait... Donc, tu disais quoi? Tu avais accompagné une boîte qui fait En fait, c'est vraiment pour eux, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'ils n'investissent pas dans la boîte si elle n'est pas soit au Caïman, soit au Delaware, soit à Singapour. Ok. Ouais. Donc, c'est vraiment... il n'y a rien en Europe. Et c'est quoi, en fait, la raison? C'est qu'il y a des cadres juridiques qui en fait les rassure, il y a des... en fait, c'est ce que je te disais, faut aller vite. Ouais. Donc, faut aller vite, faut pas qu'il y ait trop de friction fiscale, etc. Et il faut que ça soit très standardisé. Ok. Donc, pour eux, en fait, c'est voilà, il faut que tu ailles dans une juridiction qu'on connaisse. Donc, bref, il y a quelques années, j'ai fait ce premier flip pour le Maroc. Ouais. Et maintenant, tu vois, quand je parle avec des incubateurs qui sont au Maroc, genre Plug and Play et autres, vraiment, je pense 90% de leur batch se me posent même pas de questions et ils vont créer une boîte au Delaware. D'accord. Alors qu'ils n'ont pas de product market fit, qu'ils n'ont pas d'investisseurs. C'est juste, en fait, si tu veux attirer du capital, il faut que tu sois structuré from day one, si tu veux. Ok, donc ça, c'est YC. Et en Europe aussi, il y a aussi des fonds en Europe qui investissent en Afrique. Ouais. Eux, ils sont peut-être un peu plus souples sur le type de juridiction. Du coup, ils sont ouverts à la France, d'autres pays, etc. Pour YC, c'est vraiment ces trois-là. Mais dans tous les cas, en fait, si tu veux, il faut avoir une holding. Si tu veux des capitaux étrangers, si tu veux des capitaux locaux, non. Et puis d'ailleurs... Est-ce qu'il y a suffisamment d'investisseurs locaux? Il y a les groupes d'angels en général, ceux qui sont capables de te faire un ticket... c'est les groupes d'angels, mais même les fonds africains n'investissent pas dans des boîtes directement dans le pays. D'accord, ok. Ouais. Donc non, mais c'est standardisé. Et pour être tout à fait honnête, je ne sais pas à quel point les fonds comprennent bien les implications d'investir dans une structure étrangère, la lourdeur administrative pour la boîte, et aussi, je ne sais pas à quel point la gestion de la dévaluation de la monnaie et la gestion des fonds en fait, que tu lèves en dollars versus en général des revenus qui sont en monnaie locale sont bien gérés. Ok. Ouais, je sais pas. Je suis pas certaine que tu vois tous les fonds qui ont décidé qu'il fallait aller au Delaware ont une compréhension financière très développée des implications pour la boîte qui a des revenus dans une autre monnaie, et ensuite comment tu hedges ta monnaie, etc. Enfin voilà, c'est vraiment l'optique, c'est il faut aller vite, tout le monde le fait, on le fait comme ça.
Ok, donc holding company, operating company. Donc la structure, c'est tu vas créer une holding. Ouais. Donc une holding, c'est vraiment l'entité que tu vas utiliser pour lever des fonds. Cette entité, en général, en grande partie en Afrique, les gens vont au Delaware. Ouais, ok. C'est ouf. Nous, sur notre portfolio, on a 14 boîtes. Il y a 90% de boîtes qui sont au Delaware. Okay. Il y a beaucoup de boîtes qui sont en Hollande. Ok, d'accord. Ouais, en Égypte, beaucoup de boîtes vont en Hollande. Okay. Voilà, il y a des raisons fiscales et autres. Et aussi, il y a un super cabinet d'avocats qui s'est brandé d'une manière incroyable pour attirer toutes les boîtes égyptiennes, je pense. Okay. Mais ouais, il y a cette vraie trend de la Hollande. Et donc, voilà, donc tu lèves des fonds au niveau de cette entité. Ouais. Et ensuite, pour tes opérations locales, ton centre de recherche et développement, là, tu vas embaucher la plupart des développeurs. Et là où tu vas distribuer ton produit, là, tu vas ouvrir des sociétés locales qui seront détenues à 100% par la holding. D'accord. Okay. Donc, les investisseurs, les fondateurs, les stock options que tu peux donner à tes employés sont au niveau de la holding. Ouais. Et ensuite, pour le day-to-day, ce qu'on dit, les opérations courantes, on fait beaucoup de franglais en venture capital, c'est lourd, mais on adore. C'est ce que j'ai compris. Ouais, et donc ça, voilà. Donc, par exemple, tu vas avoir ta holding au Delaware, ton entité opérationnelle au Maroc, au Sénégal, ce que tu veux. Ok. Et justement, là, tu parlais des stock options. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus des stock options et à quel point ça peut être intéressant pour une startup d'être dans une juridiction qui permet ce type d'outils pour pouvoir attirer des talents? Ouais, écoute, les stock options, c'est vraiment le cœur du venture capital, dans le sens où l'idée, c'est que tu rentres tôt dans une boîte qui a une valorisation qui est en général plutôt petite. Ouais. Lorsqu'on dit tu rentres tôt dans une boîte, on parle là de l'employé. Ouais, de l'employé. Tu prends un risque sur une boîte qui n'est pas encore complètement établie, qui n'a pas de product market fit, qui n'a potentiellement pas encore de clients. Ouais. Et si tu veux, en échange de ça, de ce risque que tu prends, on te dit, voilà, je te donne une portion de la boîte. Mais est-ce que c'est pas parfois une nécessité aussi des startups qui n'ont pas forcément beaucoup de liquidité pour être compétitifs d'un point de vue des salaires? Ouais, alors c'était le cas avant. Je trouve que maintenant, en fait, les employés ont un peu plus peur du risque. Okay. Et je trouve que le gap de salaire entre une startup ou une boîte un peu plus établie, bon, sauf si tu prends genre Apple, Google, machin, qui ont des... Mais je veux dire, une PME à PME ou d'une boîte, tu vois... si tu veux attirer des bons talents aujourd'hui, vraiment les top talents, c'est un peu dur de leur donner 50% de leur salaire qu'ils pourraient avoir ailleurs. Ouais. Une petite décote, c'est possible, mais la décote n'est pas aussi flagrante que c'était le cas avant. Ok, donc maintenant, c'est peut-être moins d'actualité, mais en tout cas, maintenant, c'est un peu monnaie courante de mettre en place des stock options. Mais ça, c'est depuis longtemps. Ouais, okay. Ça a toujours été le cas. C'est juste qu'avant, tu vois, tu disais vraiment, ton salaire, c'est X, mais tu as des stock options et potentiellement, on te fait miroiter que ça va devenir une énorme boîte et que tes stock options vaudront beaucoup plus, etc. Maintenant, c'est vraiment un outil d'intéressement et de se dire, voilà, si la boîte, elle croît, tu fais partie, en fait, de du succès de la boîte. Ouais. Et s'il y a, à un moment donné, une opportunité d'exit, une liquidité, tu pourras en bénéficier. Okay. Et donc, ça aligne les intérêts, en fait. Et ça dit, je te donne une portion. Surtout qu'en fait, au début, tu bosses énormément. Et donc, tu te dis, OK, en plus de mon salaire, je veux aussi être intéressé au succès de la boîte. Okay. Donc, voilà. Et c'est vrai que dans beaucoup de pays d'Afrique, en fait, les stock options, ça n'existe pas. Ouais. Dans la réglementation, il n'y a pas cette possibilité-là. Non, il n'y a pas. Ouais. Parce que les stock options, en fait, tout l'intérêt, c'est un enjeu fiscal. Donc, c'est plutôt que... Parce que tu pourrais dire, OK, pourquoi on ne leur donne pas un bonus au moment d'un exit où, tu vois, on se dit, on indexe le bonus sur la performance de la boîte. Et voilà. C'est parce qu'en fait, justement, pour favoriser la création de boîtes et l'innovation, etc., il y a des régimes fiscaux qui ont été mis en place pour que tu aies en fait une imposition qui est réduite. Moindre, par rapport au taux d'imposition du revenu. Okay. Donc voilà, donc c'est aussi ça qu'il faut garder en tête. En fait, les stock options, le but, c'est que si jamais il y a un exit et que tu as du coup un gain, que ce gain soit taxé à un régime plus favorable
que l'impôt sur le revenu. Ouais, ok. Ouais. Et quand on parle d'exit, on parle de quoi exactement? Enfin, quels sont les types d'exits qu'on peut voir sur les marchés africains? Ouais, alors on va commencer par le plus simple, parce qu'on ne voit pas, c'est les IPO. Ouais, clairement. Il n'y en a pas eu un seul pour le moment. Si, il y en a eu, mais est-ce que c'est des rôle modèles? Je ne suis pas sûre. Ouais, Parce qu'il y a Jumia qui a fait une IPO. C'est la première boîte qui a vraiment fait du bruit. Je te parle des boîtes tech qui ont levé beaucoup d'argent en venture capital, licorne, etc. Machin. Jumia, juste pour les auditeurs, Jumia, c'est un site d'e-commerce qui a été créé. C'est genre, disons, Amazon africain. C'était sous l'initiative de Rocket Internet, non? C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Ouais. Donc, success story, ça demeure quand même une énorme success story. Ouais. Et de Jumia, il y a plein d'autres boîtes qui se sont créées. Donc, en fait, en termes de vraiment le succès du venture capital en Afrique, ça a quand même un rôle énorme. Okay. Mais quand ils ont fait une IPO, le stock, il est complètement tombé. Et il y a une autre boîte qui s'appelle Swivel en Égypte. Okay. C'était des bus, en gros, pour faire simple, dans le transport. Et pareil, le stock est complètement crash. Juste, c'est sur quel marché le Nasdaq. Ok, sur le Nasdaq. Ouais, ils ont 2 côtés sur le Nasdaq. Après, il y a des petites IPO locales, en général en Afrique du Sud. Ouais. En Égypte aussi, il y a eu quelques IPO sur le marché égyptien. Ouais. Non, il y en a quelques-unes, okay. Mais voilà. Puis, en fait, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment à avoir honte ou quoi que c'est ça. Enfin, même en France, il n'y a pas d'IPO. Ouais, il y a très peu d'IPO et quand il y en a, elles se font au Nasdaq. Okay. Donc voilà, mais c'est un sujet parce que c'est vraiment un moyen de lever des fonds. Alors qu'avant, dans les années 50 et autres, même quand tu regardes Apple ou d'autres boîtes, les pionniers du venture capital, les pionniers des boîtes qui ont été financées en venture capital, dès que tu avais besoin d'un montant plus important, c'était l'IPO direct. Les IPO se faisaient beaucoup plus tôt avant. Ok. Ouais. Et après, les autres exits... Là, c'est combien de temps à peu près? C'est quoi, 7 ans, 10 ans? 10 ans au moins. 10 ans, ouais. Okay. Ouais. Vraiment, vraiment 10 ans. C'est vraiment quand tu as plus... Les boîtes restent privées beaucoup plus longtemps. Ouais. En fait, regarde... genre Tesla est coté, pardon, je dis une connerie. Je voulais dire l'autre boîte. SpaceX, pardon. Les autres boîtes d'Elon Musk qui sont. Ouais, OpenAI n'est pas coté. Ouais, pour le coup, ouais. Non. Mais ok, donc. Mais Tesla est coté, ouais. Donc, l'IPO comme cas d'exit. L'IPO, l'acquisition, c'est le plus classique quand même. Par un corporate, c'est ça? Par une autre. Non, pas forcément. Pas forcément, okay. Non, l'acquisition, ça peut être une autre startup. Okay. Il y a l'acquisition très connue de Stripe qui a acheté la boîte de paiement dont le nom m'échappe. Paystack. Voilà. Okay. Stripe a acheté Paystack. Là, il y a eu plusieurs acquisitions quand même. Ouais, il y a eu plusieurs acquisitions qui ont fait du bruit. Ouais. Les montants ne sont pas toujours disclosed, mais c'est en général entre 50 millions et 500 millions. Okay. En général, c'est ce qu'on voit. Ouais, 500 millions, c'est des beaux succès. Ouais, c'est clair. Karim, à la boîte de VTC, avait été acheté par Uber. Non, il y a un certain nombre quand même d'exits, mais bon, voilà, on les compte quand même sur les 10 doigts d'une main. Quoi. Ok. Donc, c'est dans ces hypothèses-là que le salarié qui détient des stock options va pouvoir potentiellement réaliser des gains à la revente. Il y a ça, et du coup, maintenant, comme les exits mettent beaucoup de temps, même pour les acquisitions, il y a ce qu'on appelle aussi des secondaires. Ok, d'accord. Donc en fait, secondaire, ça va être racheté par un autre... En fait, c'est quand il y a un autre tour de financement, on va permettre en fait une liquidité pour les premiers employés. Ouais. En Afrique, ça se fait, et même partout dans le monde maintenant, à partir de la série A, justement parce que comme les exits sont très longs, on veut quand même commencer à distribuer la valeur qui est créée. Donc, quand tu fais une belle série A, en général, les premiers employés, même les fondateurs, il y a un petit pourcentage qui est vendu aux investisseurs entrants. D'accord. Donc, ça te permet en fait de ce qu'on appelle cash out. Ok. Ouais, ça a des risques, mais il ne faut pas dire ça aux investisseurs. Ouais, non, surtout pas. C'est plutôt, ça rebooste, tu vois, et ça aligne les intérêts. Et quand tu te dis, les fondateurs se payent encore pas beaucoup, tu vois. Ouais. Autant pour les employés, les salaires, je trouve qu'ils deviennent plus market standard. Les salaires des fondateurs, en général, ils sont beaucoup plus bas. Et du coup, pour les fondateurs, c'est vraiment hyper important qu'ils aient un cash out parce que, voilà, quoi, il faut qu'ils aient encore de la niaque
pour bosser et pour être pas payé beaucoup et qu'il y a des énormes enjeux de risques. Et pour les employés, c'est pour qu'ils soient un alignement d'intérêt. C'est comme un gros bonus, quoi. C'est comme des bonus. Mais justement, c'est à quel type d'employé, en fait, pour quel type d'employé tu peux mettre en place ces stock options? Est-ce que c'est pour des C-level? Est-ce que c'est pour des employés stratégiques? Ou est-ce que ça peut être pour tous les employés? Ça, en fait, moi, ce que je trouve hyper intéressant avec les stock options, c'est de se dire que c'est à toi, fondateur, boîte, de créer la culture de ta boîte. Est-ce que tu veux que 100% des gens, mais je te dis même jusqu'aux petites mains, tu vois, le réceptionniste ou autre, aient des stocks? Et moi, la première boîte pour laquelle j'ai bossé s'appelait Phoenix. Et on avait été racheté par le groupe Engie. On était une boîte dans l'énergie. Et en gros, tout le monde avait des stock options. C'est-à-dire que vraiment, la cuisinière avait des stock options. On avait vraiment donné... Ça s'appelait les Phoenix Flames. Donc, c'était pas exactement des stock options, mais on avait répliqué le modèle des stock options. C'était un type de bonus. Mais c'était vraiment structuré de la même manière. Et donc, eux, voilà, les fondateurs voulaient répartir la valeur. Et même si c'est pas forcément des trop gros montants, mais que tout le monde... et un soit sentiment... intéressé. Voilà, c'est ça. C'est super. Mais sinon, tu peux décider que ça soit que les exécutifs et après, tu varies en fait les pourcentages en fonction de la seniorité, des performances. C'est aussi utilisé maintenant comme un outil pour intéresser les gens en fait. C'est vraiment dans le compensation package. Donc voilà. Ok, non, top. Donc là, on a vu dans les enjeux du choix de juridiction, on a vu le fait que ce soit important pour attirer les investisseurs, notamment les investisseurs internationaux. Le fait que ça peut être intéressant pour avoir des outils comme les stock options pour attirer des talents. Ouais, en effet. Et ensuite, il y avait un autre point que je voulais discuter avec toi, c'est plus sur la partie un peu traitée entre deux États pour éviter en fait d'avoir une double imposition. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus alors les taxes, c'est le gros sujet en fait de ce type de structure. Et c'est un tellement gros sujet que personne ne l'adresse vraiment. Aussi, c'est un sujet qui se pose vraiment quand la boîte se fait racheter. Donc en fait, ce qui est compliqué avec l'aspect fiscal de ces structures, c'est que tu as un moment de la boîte où tu sais... il y a tellement d'incertitudes par rapport à la trajectoire de la boîte et d'une perspective d'exit que c'est difficile de commencer à créer une usine à gaz, tu vois, en termes d'optimisation fiscale, mais aussi même juste de vérifier que fiscalement ça tourne. Donc, il y a un espèce de statu quo de, il y a plein de boîtes qui sont structurées comme ça doit marcher, ça marche, et s'il y a un exit, on verra. Mais dans la réalité des faits, il y a un exemple... d'une boîte qui était en Amérique latine, entre le Brésil et les Caïmans, et qui avait aussi une holding, qui avait en fait une holding aussi au Delaware. Donc, il y avait la holding au Delaware, il y avait une société en dessous au Caïmans, et ensuite, il y avait la boîte opérationnelle au Brésil. Et là, en fait, même s'il y a traité ou pas traité, il y a des gros risques d'imposition aux États-Unis, alors que tu n'as aucune activité commerciale aux États-Unis. Parce que tu es dans le Delaware. Donc, de ce simple fait, en fait, les États-Unis vont vouloir taxer le gain au moment de l'exit. Après, dans la réalité, les États-Unis ont des traités, c'est ce qu'on appelle les non-doubles impositions, pour éviter la double imposition. Et qui dit qu'en gros, si tu as été imposé déjà dans ton pays, on ne va pas t'imposer en plus aux États-Unis. Donc ça, pour la fiscalité personnelle en fait, des fondateurs, s'ils montrent qu'ils ont payé leurs impôts dans un pays, normalement, ils ne vont pas payer aussi leurs impôts aux États-Unis. Mais après, il y a l'impôt aussi sur les sociétés qu'il faut gérer. Et puis, dans tous les cas, red flag s'il n'y a pas ce traité de double imposition. Notamment pour les Égyptiens. Alors ça, je ne suis pas sûre à 100% parce que moi, je ne suis pas fiscaliste. Mais en gros, les Égyptiens ne vont pas au Delaware en général parce qu'il y a trop de gros risques de double imposition. D'accord, parce qu'il n'y a pas de traité entre l'Égypte et les États-Unis. Super. Mais voilà, c'est en général quelque chose qui est traité plus tard, déjà parce que les fondateurs potentiellement ils vont bouger. Mais voilà, pour des boîtes qui n'ont aucune vocation à développer du business aux États-Unis,
d'avoir une société au Delaware, ça peut présenter un risque au moment de l'exit pour le paiement des taxes. Ok. Donc, par exemple, s'ils veulent intégrer l'incubateur YC, ils doivent trouver une autre juridiction que le Delaware, j'imagine. Non, je pense que c'est un peu extrême de le présenter comme ça, dans le sens où c'est quand même une des meilleures juridictions. Je pense qu'il faut juste planifier un petit peu et comprendre les enjeux fiscaux. S'il n'y a pas de traité de double imposition no-go, si les boîtes qui sont normalement dans ton pays ne vont pas au Delaware, essaye de creuser pourquoi et de voir si plutôt les Caïmans ou Singapour fonctionnent. Mais pour l'Afrique, Caïmans ou Singapour, c'est pas beaucoup plus logique. Il y a juste peut-être un peu plus de prévisibilité sur l'imposition. Ok. Mais c'est tout. Ok. Et justement, sur le timing, à quel moment ça peut être judicieux de créer donc la holding company et de créer ces operating company? Quel événement en fait va déclencher l'enregistrement d'une société dans une juridiction? Ça, justement, je trouve que c'est assez intéressant parce que tu vois maintenant, de facto, dès que les boîtes se créent, elles créent immédiatement leur holding au Delaware. Ouais. Et ça, je trouve personnellement que c'est un peu dangereux dans le sens où déjà, il y a toutes ces implications fiscales que franchement, la plupart des fondateurs ne vont pas dépenser trop d'argent pour comprendre. Et deux, en fait, tant que tu n'es pas sûr du type de capital que tu vas lever, pour moi, ce n'est pas indispensable d'aller aux États-Unis. Pour moi, aller aux États-Unis, au Delaware ou même au Caïman, mais pour le coup, au Caïman, c'est un peu plus exotique. Ça dépend de tes investisseurs. En fait, si tu veux vraiment attirer des capitaux étrangers, c'est indispensable. Mais en revanche, si ton business, finalement, tu peux le financer avec du capital local ou autre, c'est pas intéressant en fait, d'aller aux États-Unis. Ou en tout cas, attendre d'avoir un minimum de traction. C'est vrai que ça complique les choses lorsque tu as fait ta première levée de fonds locale, parce que là, tu rentres dans la configuration du flip. Et ça coûte cher maintenant, ça coûte entre 30 000 et 70 000 $ de faire un flip. Ah oui, d'accord, ok. C'est un vrai coup. Donc, désolée de faire la réponse un peu de mon avocat, tu vois, qui te dit ni oui ni non. Mais si tu veux un chemin pour y réfléchir, c'est quels sont tes investisseurs, vraiment où tu te dis, il y a un grosse chance que j'arrive à lever avec ces investisseurs-là. Et quel type de structure, en fait, les attire. Et quel type de boîte tu es en train de construire. Est-ce que potentiellement un des fondateurs veut aller aux États-Unis? Et ça, en fait, si tu veux, tu peux te poser les autres questions qui sont, si je vais aux États-Unis, c'est parce que je veux développer mon produit sur le marché américain. Et là, en général, c'est quand même un facteur assez fort pour te dire, dans tous les cas, il y a une logique par rapport à l'aventure que je veux écrire, en fait, à l'histoire de ma boîte. Et enfin, il y a l'équipe, tu vois, où est-ce que tu veux embaucher, où est-ce que les gens vont être basés. C'est toujours très important. Je me suis amusée à faire un petit questionnaire qui automatise en fait le conseil sur, j'ai vu. En fait, vous avez, sur les juridictions. Vous avez un peu en fait deux outils. Donc, il y a un outil qui est peut-être un peu plus, on va dire, objectif et un autre qui est un peu plus subjectif. Donc, le questionnaire est peut-être un peu plus subjectif que le classement en fait, que vous avez fait des différentes juridictions avec différentes catégories, différentes notes. Et en fait, vous avez mis en place donc un ranking des juridictions. Tu peux nous en parler un petit peu plus de ce... En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les top holding companies dans le monde. Et j'ai pris 17 critères. Et je suis allée voir, en fait, pour ces 17 critères, qu'est-ce qu'on avait localement. Il y a Dubaï aussi qui revient souvent. Là, je l'ai sous les yeux. Et du coup, en fait, j'ai juste fait ça et j'ai mis des scores et je me suis dit, OK, comment le plus objectivement possible on peut noter chaque juridiction. Et ça, en fait, au moins, je trouve que tu vas en fait dans cette prise de décision avec des données. Et après, il y a tout l'aspect subjectif. Quels vont être mes investisseurs? Qu'est-ce qui est important pour eux? Quel type de produit je vais build? Où est-ce que la boîte va être située? Est-ce que les fondateurs ont vocation à déménager dans le pays en question? Et ça vient rajouter des points, en fait. Et du coup, ça apporte la partie plus subjective, personnalisée et tout. Donc, j'ai juste croisé ces données. Et donc, tu remplis le questionnaire, c'est juste un formulaire. Et ça te sort les top 3 juridictions avec leur score.
Bon, c'est pas bulletproof. Hein. Après, il faut que Oui, tu non, ailles c'est clair. challenger avec un avocat ou un fiscaliste Mais, en fonction des considérations. Mais c'est super bien ça, parce que en fait, on a accès à là, un classement. Et on voit que c'est donc le Delaware qui arrive en première position. Ouais, c'est hyper fort le Delaware. Après, c'est le Royaume-Uni, on a Singapour, Ouais. on a la France qui est pas trop mal. La France est pas trop mal, ouais, finalement. Pas trop mal, ouais. Ils sont pas trop mal placés, mais je vois, ils sont pas approuvés par YC, donc c'est ce qu'on disait. C'est ça, et c'est un peu le dream de la boîte, enfin le Graal d'aller faire YC. Ouais. Et donc de se dire, ah bah si je veux vraiment faire YC, je crée ma holding en France et ensuite je vais devoir la flipper aux US. C'est pas top, mais bon, moi je pense qu'il faut rester très focus sur les objectifs dans les 18 prochains mois. Parce qu'en fait, quand tu crées une boîte, tu peux pas tout prévoir. Donc, faut juste te dire à l'instant T, ça, c'est mes considérations principales. D'ici 18 mois, ça, c'est mes considérations principales. Au-delà, voilà, si tu lèves avec Andreessen Horowitz ou Sequoia, bon, bah, tu feras ton flip et ça te coûtera 100 000 balles et c'est pas très grave. Okay, tu vois ce que je veux dire? Non, mais faut un peu... faut s'adapter. En gros, faut s'adapter. Mais je vois qu'il y a Dubaï aussi. Ça, Dubaï, parce que déjà fiscalement, c'est hyper intéressant. Et ensuite, quand même, ils ont mis en place pas mal de choses pour attirer les boîtes et donc ils facilitent quand même la création. C'est plus cher à la création, ça coûte quelques milliers de dollars, alors qu'aux US, tu vois, ça coûte genre 500 balles, t'as une boîte qui est créée. 500, ça coûte rien. 500, c'est genre Stripe Atlas, qui est mon outil préféré. Ouais. Et tu as ta boîte créée en 48 heures, tu peux ouvrir un compte en banque. Voilà, bon, c'est toujours un peu plus compliqué quand tu es étranger, mais en gros, 48 heures, 72 heures, tu as une boîte. Ouais, et là, je regardais un petit peu les différentes rubriques que vous avez mis pour pouvoir noter en fait les juridictions. Je vois qu'il y a le temps le timeline pour l'incorporation. Vous avez les fees aussi, combien ça coûte, si on a besoin d'un directeur local. Ouais. Oui, ça c'est hyper chiant. Ça, je te le dis parce que en fait, il y a certains pays où tu as besoin d'embaucher un director. Ok, donc une personne sur place. Ouais. Ça, ok. C'est un résident. Ça, c'est dans beaucoup de juridictions offshore, ils ont ça. À Maurice, notamment. Et c'est ce qui fait que Maurice a un super mauvais score. C'est que pour embaucher ces gens, c'est super cher. Ok. Donc ça, c'est un gros red flag, en fait. Ouais, c'est compliqué. Bah, je vois que leur note sur ce point-là est... alors qu'à Dubaï, t'en as besoin, mais... c'est plus souple. C'est plus souple. Ok. Ouais. Ok. Non, mais je vois qu'il y a l'île Maurice aussi. Oui, Maurice, non, mais l'île Maurice, ils ont un score cata. Ouais. Enfin, l'île Maurice, vraiment, il n'y a que des horror stories. Ah ouais? Ouais. Mais c'est dommage parce que ça pourrait être une porte d'entrée aussi intéressante. Je me suis beaucoup posé la question de pourquoi est-ce que Maurice ne fait pas en sorte d'être le Delaware de l'Afrique. Ouais. Je pense que c'est le rêve de beaucoup de gens, mais on n'y est pas du tout. Ok. Il n'y a pas de projet de loi, de réglementation Si, il y en a. Moi, j'ai creusé un peu le sujet. Hein, et honnêtement, il y a... Bon, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de construire un business... Il y a du Stripe Atlas ou une autre boîte que j'aime bien qui s'appelle Awesome qui a fait ça à Singapour. Et donc qui est en fait du compagnie Creation as a Service. Donc un peu comme Legal Start ou quoi qu'on peut avoir ici. Et il n'y a pas vraiment l'équivalent à Maurice, tu vois. Et ça, il y a une vraie opportunité pour le créer. Et en fait, les barrières pour l'instant sont assez élevées. Et en fait, les coûts... tu peux pas dire à une start-up ça va te coûter 10 à 12 000 dollars par an juste en frais de gestion et d'administration de ta boîte. Alors que dans tous les autres pays du monde, la compta, les trucs et autres, t'es plutôt autour de 2 000 dollars. Et numéro 1 et numéro 2, la signature électronique n'est pas totalement reconnue. Il y a beaucoup de choses qui se font à la main où il faut envoyer des courriers. Donc en fait, même si tu apportes l'interface tech, il y a toutes ces parties-là qu'il va falloir quand même... Ça ralentit le process, comme tu dis, il faut aller vite en fait. Donc là, donc il y a ces barrières à parcourir. Et après, maintenant, j'avais parlé avec quelques organismes locaux. Ils essayent de créer une structure spéciale pour les startups qui coûte moins cher. Donc au lieu de genre 10-12 000, ça serait plutôt autour de entre 3 et 5 000 dollars. Mais bon, pour l'instant, ça n'a pas encore vu le jour. Mais voilà, s'il y a quelqu'un qui va aller créer le Stripe Atlas, le Doula ou le First Base de Maurice, contactez-moi. Parce que ça m'intéresse. Ok. Et parce que là, pour la newsletter, vous êtes 3, tu m'avais dit. Vous êtes 3 personnes. Oui, récemment, donc j'ai lancé la newsletter en avril.
Et au fur et à mesure, en fait, je me suis dit que ça serait sympa d'avoir d'autres experts qui rejoignent la newsletter. Et l'idée, c'est vraiment juste de créer du contenu qui est plus digeste sur des sujets qui sont pas très digestes. Et c'est pour ça que j'appelle ça les Global Founders Headaches. Parce que c'est les mal de tête des fondateurs. mais du coup, c'est intéressant parce qu'en fait, vous donnez plein d'insights, d'informations. Après, voilà, vous recommandez toujours aux fondateurs de se rapprocher d'avocats dans leur process. Ouais, en fait, c'est vraiment l'idée, c'est d'être le COO à tes côtés que tu n'auras pas avant ta série B ou C. Et de te permettre en fait d'avoir une vision qui est plus transversale et ensuite d'aller voir les différents fournisseurs de services, tu vois, les prestataires. C'est de moins subir en fait le process, quoi. C'est d'avoir les clés pour... plus de visibilité, c'est une bonne manière de le dire, de moins subir le process. et aussi, en fait, c'est bête, tu vois, mais quand tu vas contacter un avocat ou un fiscaliste ou un comptable, toi, t'es pas du tout, t'es pas sachant du tout, donc il y a un gap de knowledge. Et je trouve que c'est pas mal de... Putain, je fais beaucoup de franglais. Hein. T'inquiète, c'est pas grave. c'est juste, en fait, ce gap de connaissances que j'essaye de... pallier. De pallier. Ok. Et juste un autre point, c'est sur... donc, on a beaucoup parlé du Delaware. Ouais. Donc, l'incorporation. C'est le Graal. Le Graal. Et quel Franchement, type de société... le Delaware, c'est solide. Ah ouais, vraiment, c'est la... Mais c'est quel type de société, en fait, que la plupart des startups créent lorsqu'ils s'incorporent au Delaware? Ah oui, en général, c'est ce qu'on appelle une C-Corp. Ok. En fait, c'est en général soit une LLC, soit une C Corporation. Donc la corporation, c'est vraiment, si tu veux lever des fonds en venture capital, c'est la structure à adopter. C'est des régimes fiscaux qui sont différents. En fait, la LLC, c'est ce qu'on appelle Pass-Through Entity. Donc c'est une entité transparente. Donc, en fait, la fiscalité ne va pas s'appliquer au niveau de la société. Il n'y a pas vraiment d'impôt au niveau de la société. Okay. C'est chacun des associés de la société qui vont payer directement. Ouais, exactement. Mais en fait, quand tu veux, d'une part, lever des fonds en venture capital, c'est toujours la C-Corp. Okay. Ouais, les associés sont au niveau de la C-Corp. Il y a l'impôt des sociétés payé au niveau de la C-Corp. Et aussi... Pour répartir la valeur de la boîte, donc tout ce qui est stock options, etc., tu peux pas le faire en LLC. Ok. Ouais, c'est vraiment que pour la C-Corp. C'est C-Corp. Ouais, la C-Corp, c'est vraiment la boîte. Et pour le coup, ça, il n'y a pas trop de débat. La LLC, c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais les mom and pop shops. C'est les petites PME, en général, family owned ou un seul entrepreneur. Par exemple, ton site de e-commerce, tu vois... pour vendre, je sais pas quoi, tu vois, mais ça, tu auras une LLC. Mais dès que tu as des investisseurs au capital, c'est la C-Corp. C'est C-Corp, okay. Et là, par exemple, un fondateur de start-up, donc sa start-up a un focus en Afrique, qui veut s'incorporer au Delaware, il a besoin d'un avocat pour l'accompagner ou il peut aller simplement sur une plateforme et créer sa société? Non, franchement, tu n'as pas besoin d'un avocat. C'est vraiment hyper bien fait sur les plateformes. Okay. Et certaines plateformes, en fait, te permettent aussi de faire des appels pour t'accompagner. Et voilà. Ouais, c'est vraiment... Process rapide aussi. Ouais, en fait, c'est plus dans quel pays je vais, quelles sont les implications que j'aille dans ce pays, qu'il faut comprendre en amont. Mais une fois qu'il s'agit d'exécuter... Ça, t'as juste à cliquer sur des boutons. C'est rapide. Ouais, après, tu peux avoir... Moi, ce que je fais parfois... c'est que j'assiste des fondateurs dans le process, mais plus pour être sûr qu'ils comprennent bien chacune des étapes. Et je les guide et je leur explique, tu vois, je les aide à faire leur première cap table ou des choses comme ça pour qu'ils comprennent un peu les implications de créer une boîte et de partager le capital avec les fondateurs. Juste cap table, juste le définir pour les auditeurs, en fait, c'est la répartition du pourcentage entre chaque associé. La cap table, en fait, c'est vraiment un ledger, un registre. Un registre, voilà. C'est vraiment un registre où tu vas déterminer
qui détient combien de la boîte. Ok. Donc, Avec la tu partages le spécificité, gâteau, quoi, Ouais. et tu le mets sur un registre pour pouvoir suivre les évolutions, les pourcentages de détention, la Ok. dilution. Ouais. En fait, l'idée de la newsletter, c'est vraiment d'avoir du contenu créé par des experts qui est digeste. Et ce que j'ai commencé à offrir, c'est voilà, si jamais vous avez besoin d'accompagnement, mais plus pour faire, tu vois, un voice-over, l'article, mais il y a vraiment tout dans les articles, bah, tu peux réserver du temps Ok. pour qu'on s'en parle. Et Mais non, mais ça, c'est pas du tout mon Ok, boulot d'accord. Ouais. Et, full-time. Non, Django, c'est un fonds d'investissement. Et du coup, on fait des investissements à travers l'Afrique dans des startups. Ok. Et là, la suite pour la newsletter, donc c'est quoi? Donc tu m'as dit que tu l'avais lancé en avril. Ouais, on l'a lancé en avril. Donc, là, c'est que format, sur papier, quoi. Ouais, Écrit. c'est Substack. J'utilise Ouais. Substack, c'est super bien. Ok. J'adore Substack. Et Ok. l'idée, c'est de faire des petites vidéos maintenant. Ok. En fait, je me suis aperçue que les fondateurs, ils n'aiment pas du tout lire les articles. Ouais, c'est compliqué, et surtout un sujet comme ça, légal, administratif, c'est peut-être plus compliqué. Ouais, c'est un peu... Moi, j'essaye d'être le plus digeste possible, mais Non, mine de franchement, rien, ouais, t'as c'est- envie d'appeler quelqu'un, Ouais. t'as envie de... que ça soit plus visuel. Donc là, j'ai testé, en fait, de faire sur chaque article des petites vidéos très courtes, Ok. vraiment 2 minutes maximum, générées avec l'intelligence artificielle. Ouais. Parce que, bon, voilà, c'est quand même plus pratique. Non, mais tu m'as montré là quelques Ouais. images, c'est quand même incroyable. Ouais, non, franchement, c'est c'est, assez impressionnant ce que tu fais. Et en fait, c'est le script de la vidéo. Et, Je sais pas si tu connais, je crois que c'est LLM Notebook. non, je connais pas. Je crois que c'est ça le nom. En fait, tu peux mettre pareil un article et en fait, tu vas avoir une conversation entre deux personnes IA, en fait, un peu sous format podcast en fait. Mais non. Et c'est vachement, c'est super bien fait. Ah, Je c'est crois que trop bien. je crois que c'est LLM Notebook. Ah je ouais, crois. non, mais ça a l'air trop bien. C'est fou. Bah, je vais tester. Ouais. Là, je veux juste tester en fait différentes formats de contenu Ouais. pour que ça soit le plus accessible possible en fait. Donc, je vais tester podcast, pourquoi pas, Ok. petite vidéo. Et l'idée, en fait, c'est vraiment d'en faire un contenu éducatif de bout en bout sur toutes les étapes qui sont, comme je te disais tout à l'heure, récurrentes pour tous les fondateurs qui sont en train de créer une boîte globale. Ouais. Ok. Ouais, Ok. Bah top. ouais, voilà. C'était super intéressant. Ok. Merci Réna. Bah écoute, avec plaisir. J'espère que ça a donné quelques éléments. Ouais, je pense. Et là, tu repars en Afrique du Sud, tu m'avais dit. Là, je vais aux États-Unis. Ah, c'est aux Je vais États-Unis. à San Francisco, justement. Ouais. Pour démoder Pour démoder. de YC. Ouais, mon premier pense, démodé en personne. Mais je pense qu'il y en a plein qui doivent se battre pour avoir des places. Écoute, je pense que maintenant, entre nous, ils ont quand même ouvert un peu l'audience. Ouais. Le critère, c'est d'avoir déjà investi dans des boîtes YC. Ok. Voilà. Ok, donc C'est le seul comme ça que critère, t'es invité. ouais. Ouais. Et à YC, là, ils investissent de plus en plus dans les startups qui ont des focus en Afrique aussi ou... Écoute, tous les batchs, il y a des boîtes africaines, mais le dernier batch, on avait une seule. Ouais. Et on est assez content avec Caraventure, c'est qu'en général, on a parlé à toutes les boîtes avant qu'elles soient ici. Ok, Donc, super. c'est notre petite satisfaction personnelle. Donc voilà, ouais. Donc Ok. YC démodé. Donc pour les investisseurs qui sont intéressés de participer à YC démodé, il suffit d'investir dans une boîte YC. En général, avant qu'elle soit prise. Ok, je vois ici. Ouais. Ok, bah Voilà. top. Bah Réna, je te remercie beaucoup. Bah merci à toi Pierre, c'était un top. plaisir. J'espère que j'ai rendu un peu plus excitant les sujets admin. Ouais.